Alors nous allons parler ici de ce qu'on appelle la métropolisation. Qu'est-ce que c'est que la métropolisation? C'est pas forcément un terme qu'on utilise tous les jours, donc il faut qu'on explique un petit peu. Et pour l'expliquer, je propose que l'on parte de deux cartes qu'on pourrait comparer. La carte de la répartition de la France en 1936. On repère bien les grandes régions industrielles, par exemple la région parisienne, le nord entre l'Île et le bassin houiller de Valenciennes, Béthune, Lens, l'Alsace, la région lyonnaise. On distingue bien les vallées également, qui sont plus densément peuplées. La vallée de la Loire apparaît très bien, la vallée de la Garonne entre Bordeaux et Toulouse, la vallée du Rhône apparaît très très bien entre Lyon et Marseille, ainsi que les vallées de certains affluents du Rhône, comme la Saône, comme l'Isère. Au nord-est, on voit bien la vallée de la Moselle, entre Nancy et Metz. Donc voilà, on voit un certain nombre de lieux qui sont plus densément peuplés que d'autres. Si on compare avec une carte plus récente, en prenant le recensement de 1999, c'est la carte comparable la plus proche d'aujourd'hui. On remarque que les tendances sont à peu près les mêmes. Les grandes vallées ressortent bien, les grandes régions industrielles ressortent bien aussi. Et puis d'une manière générale, il y a un peu plus de monde puisque la population a augmenté d'à peu près 60% depuis 1936. Donc la densité a aussi augmenté de 60% puisque le territoire ne s'est pas agrandi. Il n'empêche que, même si les tendances sont les mêmes, il y a des différences significatives. C'est très net si on regarde par exemple le cas de la Bretagne. Le peuplement de la Bretagne en 1936 était relativement homogène. Il y avait peu de différence entre les régions densément peuplées et les régions peu peuplées. Or, si on regarde aujourd'hui, le peuplement de la Bretagne est beaucoup plus contrasté entre les côtes qui ont attiré une population croissante et puis l'intérieur qui s'est dévitalisé. On distingue beaucoup mieux les villes. Regardez la ville de Rennes, par exemple, en Bretagne. En 1999, l'agglomération rennaise est très nette, elle s'est d'ailleurs très nettement étendue, alors qu'en 1936, on la distingue à peine, noyée dans la campagne. Et c'est le cas de toutes les agglomérations. L'agglomération parisienne s'est agrandie. Si vous regardez Bordeaux et Toulouse, elles apparaissent beaucoup mieux en 1999. Lyon ressort aussi très bien. Le long de la Loire, les grandes villes comme Orléans, Blois, Tours, Angers, Nantes se voient aussi beaucoup mieux. On voit très bien la ville du Mans, par exemple, à mi-chemin entre Rennes et Orléans. Le Mans ressort très nettement aussi sur cette carte, alors qu'en 1936, on la voit très peu. En fait, on est passé d'un peuplement relativement homogène, on ne va pas dire complètement homogène, parce qu'il y avait quand même des espaces peuplés et des espaces peu peuplés en 1936, mais d'un espace relativement homogène à un espace beaucoup plus contrasté, un peuplement beaucoup plus contrasté. En fait, la population se rassemble beaucoup plus dans les villes aujourd'hui qu'en 1936. Si on regarde le progrès des villes, l'irrépressible progrès des villes, ça serait le titre de cette première partie de cette introduction, l'irrépressible progrès des villes, il apparaît dans la proportion de population urbaine. La population urbaine, c'est la population qui vit en ville. Si on prend, ne serait-ce que depuis les années 60, c'est même pas la peine de remonter jusqu'en 1936. On voit qu'en 1960, on avait moins des 2/3 de la population qui vivait en ville, avec 62%. Aujourd'hui, on a plus des 3/4, on approche des 80% de la population qui vit en ville. La croissance a été très nette jusqu'au milieu des années 70. C'était une époque où la France était exposée à cette évolution qui touche tous les pays à un moment ou à un autre de leur histoire, qu'on appelle l'exode rural. Attention, rural sans E, puisque exode, c'est masculin. L'exode rural qui a vidé les campagnes au profit des villes, mais on voit que même après 75, ce n'est pas terminé, et les villes continuent à grandir, même si c'est très nettement ralenti. Donc, les villes, ça fait seulement 20% du territoire, mais ça concentre les 3/4 de la population aujourd'hui, contre un peu plus de la moitié dans les années 60, et même en 1936, on était pile à la moitié. Et ça faisait beaucoup moins de 20% du territoire, les villes étaient beaucoup plus petites en 1936. La question tout de même qui se pose est de savoir ce que c'est que la population urbaine. Parce que j'ai dit que la population urbaine, c'est celle qui vit en ville. On est d'accord.
Sauf que qu'est-ce que ça veut dire vivre en ville? Qu'est-ce que c'est qu'une ville en fait? Quelle est la différence entre la ville et la campagne? Quelqu'un qui vit en centre-ville, on ne se pose pas la question, il vit en ville. En revanche, quelqu'un qui vit dans un lotissement, dans une banlieue éloignée, est-ce qu'il vit à la campagne? Il a son petit jardin, il y a des champs pas très loin, il y a des activités agricoles à quelques mètres de sa maison. Oui, mais au fond, tous les jours, il vit en ville. Il va travailler en ville, il fait ses courses à la ville, enfin, il vit comme un urbain. Alors, il est rural ou il est urbain? En fait, la définition de la ville n'est pas facile. Il faut distinguer plusieurs choses. Il y a la ville-centre, là, il n'y a pas de problème, c'est la commune de la ville. Bon, là-dessus, ça ne fait pas de difficulté. Alors, j'ai pris l'exemple de Saint-Lô dans la Manche. À Saint-Lô, il y a une commune qui constitue la ville de Saint-Lô, avec à peu près 19 000 habitants. Mais, autour de la ville-centre, il y a la banlieue. Et la banlieue plus la ville-centre, ça constitue ce qu'on appelle l'unité urbaine. On appelle ça aussi l'agglomération. Voilà, l'agglomération urbaine ou l'unité urbaine, on va dire que c'est synonyme. On ne va pas rentrer dans le détail, la distinction entre unité urbaine et agglomération, ça ne nous intéresse pas ici. Donc l'unité urbaine ou l'agglomération, c'est la ville-centre plus la banlieue. La banlieue, ce sont des communes qui sont collées à la ville, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rupture d'urbanisation entre les deux. On passe de la ville à la banlieue sans vraiment s'en rendre compte, le paysage ne change pas fondamentalement. Mais ce ne sont pas les communes de la ville-centre. Et si on prend l'exemple de Saint-Lô, il y a 3 communes dans l'agglomération ou l'unité urbaine de Saint-Lô, c'est Saint-Lô bien sûr, la ville-centre, mais aussi Agneaux et Saint-Georges-Moncoq. Et ça fait à peu près 24 000 habitants si on ajoute la population des 3 communes. Et ça constitue vraiment ce qu'on peut appeler la ville. La population urbaine, c'est la ville qui vit dans l'agglomération. Le problème, c'est qu'il y a autour un autre espace, qui est un espace rural, et qu'on appelle la couronne périurbaine. Alors périurbaine, ça veut dire autour de la ville. C'est tout un espace, au fond, qui a toutes les caractéristiques de la campagne, parce qu'il y a des activités agricoles, parce qu'il y a des paysages naturels, ou du moins apparemment naturels, qui dominent, et parce que les villages qui sont dans la couronne périurbaine ne sont pas directement, physiquement rattachés à la ville. Il y a une séparation, il y a une rupture d'urbanisation entre la banlieue et les villages de la couronne périurbaine. Pour Saint-Lô, ça fait quand même 47 communes. Donc les 3 communes de l'unité urbaine plus 44 autres communes pour une population de près de 50 000 habitants. C'est donc très important. Pourquoi on insiste là-dessus? Parce que ce sont des gens qui vivent à la campagne. Ce sont des ruraux. Oui, mais ce sont des ruraux qui vivent comme des urbains. Alors, qu'est-ce que c'est que le critère pour faire partie de la couronne périurbaine? Il faut que dans la commune où on habite, il y ait moins de 10% de la population qui travaille dans l'agriculture. Donc il faut que l'agriculture soit une activité marginale, ne soit pas une activité dominante. Et puis il faut qu'il y ait au moins 40% de la population qui travaille dans la ville. C'est-à-dire que ce sont des gens qui vivent dans la couronne périurbaine au quotidien, le soir, mais qui tous les jours vont vivre en ville. Ils vont travailler en ville. Donc ils sont reliés par la ville, ça provoque ce qu'on appelle les migrations pendulaires, les gens qui le matin partent vers la ville, le soir rentrent chez eux, on appelle parfois ça des banlieues dortoirs. Ces couronnes périurbaines, donc ça représente beaucoup de monde, des gens qui vivent comme des urbains, au fond ils ont un mode de vie urbain, leur horizon c'est la ville, oui mais ils vivent à la campagne. Alors ce sont des urbains ou des ruraux ? Officiellement, ce sont des ruraux, mais on voit bien que la distinction entre ville et campagne, elle est devenue difficile. Au fond, il y a beaucoup de gens qui vivent dans une couronne périurbaine et qui se considèrent comme des urbains, mais qui vivent dans un espace qui a un paysage à dominante rurale. Bon, donc, en fait, la distinction ville-campagne est devenue assez incertaine. Et elle le devient de plus en plus. Alors, si on regarde à l'échelle de la Normandie, de la basse Normandie, on voit que les couronnes périurbaines, enfin les aires urbaines, oui, parce que la banlieue, enfin la ville-centre plus la banlieue plus la couronne périurbaine, ça forme ce qu'on appelle l'aire urbaine. Les aires urbaines, ça prend beaucoup de place, y compris dans une région à dominante rurale
comme la Basse-Normandie. On voit par exemple que l'aire urbaine de Caen prend une grande part du Calvados, et puis que dès qu'on sort de l'aire urbaine de Caen, on rentre dans une autre aire urbaine, qui est celle de Bayeux par exemple, celle de Dives-sur-Mer, celle de Lisieux qui est tout près, celle de Saint-Lô qui n'est pas très loin. On voit autour de Saint-Lô les 47 communes qui constituent l'aire urbaine de Saint-Lô, et puis il y a des aires urbaines plus petites comme celle de Coutances, ou même de Carentan, Perrier, Agon, Coutainville, des petits pôles, plus loin, Granville, Avranches. Donc, on voit que une très grande partie de l'espace, en fait, vit dans l'influence de la ville, y compris des espaces ruraux. Des espaces ruraux dont les habitants, pour une grande part d'entre eux, en fait, vivent au quotidien dans la ville. Donc, ce sont des espaces qui sont organisés en fonction de la ville. Les activités économiques qui vont se développer dans ces villages, dans les couronnes périurbaines, vont être des activités dont les horaires vont s'adapter aux horaires de travail des habitants qui partent en ville. Les voies de communication qu'on va construire et qu'on va rénover, qu'on va améliorer, qu'on va moderniser dans ces communes périurbaines, eh bien, ce sont les voies de communication qui sont directement reliées à la ville parce que c'est celles qui sont le plus empruntées. Donc on se rend compte que toute la vie quotidienne de ces communes officiellement rurales, mais en fait dans les couronnes périurbaines, toute la vie quotidienne est organisée en fonction de la ville-centre qui n'est pas très loin. On dit que cet espace des aires urbaines, il est polarisé. Il est polarisé, ça veut dire qu'il est orienté par un pôle. Le pôle, c'est la ville-centre. Et toute sa vie se fait en regardant ce centre, se fait en direction de ce centre, se fait en fonction de ce centre. Et on voit que cet espace polarisé, eh bien, ça prend une grande part de l'espace et qu'il reste assez peu, au fond, d'espace véritablement rural, ce qu'on appelle le rural profond. Parfois, on parle d'hyper-ruralité. Et on a calculé qu'en France, certes, il y a à peu près un peu plus de 20% de la population qui vit à la campagne, c'est ce qu'on voyait sur le graphique tout à l'heure, un peu plus de 20% de la population qui vit à la campagne, mais une grande partie de cette population vit dans les couronnes périurbaines, et il ne reste au fond qu'environ 5% de la population française qui vit hors des aires urbaines, qui vit dans les espaces ruraux réellement éloignés des villes, donc dans les espaces non polarisés, ou du moins peu polarisés. Si on regarde un peu l'évolution, on se rend compte que les villes-centres, elles plafonnent depuis les années 60, elles n'ont pas bougé, elles ont même eu tendance à diminuer un petit peu dans les années 80. Les banlieues ont énormément augmenté, les gens sont allés s'installer dans les banlieues, c'est un peu pour ça d'ailleurs que la population des villes-centres a diminué. Et puis alors ce qui a explosé à partir du milieu des années 70, ce sont les couronnes périurbaines. Là, la population des couronnes périurbaines, en une trentaine d'années, elle a doublé. On est passé de 5 à 10 millions d'habitants en France. Donc les couronnes périurbaines, c'est ça qui grandit le plus, et c'est là que les gens s'installent le plus. Alors pourquoi au milieu des années 70 ? Pourquoi est-ce que c'est à ce moment-là que l'essor des couronnes périurbaines se produit ? Tout simplement parce que c'est le moment où se généralise ce qu'on a appelé la motorisation des ménages. C'est-à-dire que chaque ménage va avoir une voiture. Et à partir de là, il devient possible de s'installer à distance de la ville. Donc, les couronnes périurbaines deviennent de plus en plus vastes, elles s'étendent de plus en plus. C'est ce qu'on voit par exemple si on prend le cas de l'aire urbaine de Nantes. On voit que l'aire urbaine de Nantes en 1960, c'était 27 communes, donc pour environ 400 000 habitants. Et puis que progressivement, 82, 99, 2006, l'aire urbaine de Nantes s'étend et on voit qu'en 2006, elle occupe une très grande part du département de la Loire-Atlantique avec près de 800 000 habitants. Et du coup, elle rencontre d'autres aires urbaines, par exemple celle de Saint-Nazaire, celle de Rennes n'est plus très loin, celle de Clisson, celle d'Ancenis. Les autres villes qui peuvent être à proximité, les autres aires urbaines finissent par se fondre avec l'aire urbaine de Nantes. Et en fait, c'est presque tout le département de la Loire-Atlantique qui est polarisé par la ville de Nantes.